En attendant, je vous propose l'arrivée hier à Kinshasa dans la soirée du président de la République sud-africaine. Il sera reçu en tête-à-tête avec par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État auront un déjeuner de travail au cours duquel ils seront briefés sur les travaux de la grande commission mixte RDC République sud-africaine. Guilain Kabalundi. L'axe Kinshasa et Pretoria se portent à merveille. Les deux capitales, qui n'ont jamais eu de nuages noirs dans leurs relations, tiennent à les réchauffer davantage. C'est l'essence à donner à la visite officielle des 48 heures à Kinshasa du président de la République sud-africaine Cyril Matamela Ramaphosa, arrivé dans la soirée de ce mercredi 5 juillet 2023 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde à la tête du comité d'accueil. Après les salutations des différentes personnalités sous des airs d'une compagnie de ballet, le président Ramaphosa a eu un bref échange au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili avec le Premier ministre. Le chef d'État sud-africain sera reçu en tête-à-tête ce jeudi au Palais de la Nation par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités auront un déjeuner de travail au cours duquel ils seront briefés sur les travaux de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Des assises qui donnent des raisons d'entrevoir l'avenir des relations entre les deux pays sous d'heureuses perspectives. Après donc les tête-à-tête du Palais de la Nation ce jeudi, le président Tshisekedi et Ramaphosa seront attendus au Palais du Peuple où ils prendront part au Forum économique République démocratique du Congo, République sud-africaine qui regroupe une centaine d'hommes d'affaires des deux pays. L'anglo-américain des Beers Group veut poser 6 valises en République démocratique du Congo. Le PDG de ce groupe spécialisé dans le traitement de diamants a été reçu hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, justement sur l'implantation d'une usine de traitement de diamants en RDC. Suivez. L'implantation d'une usine du diamant en République démocratique du Congo dans le cadre de la transformation locale des ressources naturelles du pays, le projet est possible dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a reçu ce mercredi 5 juillet le président délégué général du groupe international des Beers, Bruce Cleaver. Les sujets étaient au centre de l'entretien du chef de l'État avec son interlocuteur. And also to discuss matters relevant in the diamond industry. Nous avons discuté des questions du diamant, de l'industrie du diamant au Congo. Particulièrement, nous avons touché le partenariat entre De Beers et la République démocratique du Congo dans l'objectif de relancer l'industrie du diamant au Congo RDC. Et j'ai partagé à Excellence le Président que De Beers est très ouvert à travailler avec le gouvernement congolais. Nous travaillons avec plusieurs gouvernements à travers le monde et nous avons plusieurs collaborations de Beers dans le domaine du diamant. Et je suis sûre que nous pouvons avoir une très bonne collaboration ensemble ici. Nous avons agréé ensemble de le faire dès que possible parce que nous sommes encore dans la période de discussion. Mais nous sommes tous les deux ouverts à ce partenariat. La transformation locale des ressources naturelles permettra de maximiser les retombées de l'exploitation minière en RDC. Le groupe De Beers est opérationnel dans plusieurs pays, au Botswana, en Namibie notamment. Un reportage de Pierre Kibambeso Moïsa. Et puis ce procès tant attendu par le Kinois et Kinois, le tribunal des grandes instances de Kinshasa a débuté ses audiences foraines en procédure de flagrance contre le présumé kidnappeur de Kinshasa. C'était à l'immeuble de la territoriale, des audiences qui se sont déroulées en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Alambika. Il nous en dit un peu plus. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance contre le présumé kidnappeur, a ouvert ses audiences foraines en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde, à l'immeuble de la territoriale. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi poursuit ses 20 présumés criminels pour 4 chefs d'infraction, à savoir l'association des malfaiteurs, l'assassinat, l'enlèvement et le vol avec violence. Pour garantir les droits à la défense, ces prévenus ont été assistés par les avocats Prodeo pour leur défense.
Après l'identification de ces derniers, le tribunal a appelé les victimes à faire leur déposition. Pour les premiers groupes composés essentiellement des bandits urbains communément appelés Koulouna ont été entendus. Pour ces bandits urbains, les débats sont clos. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis la peine maximale, soit la prison à perpétuité. Les avocats de la partie civile plaident pour que des sanctions exemplaires soient appliquées au bourreau de leurs clients. C'est dans ce sens qu'ils ont appelé la population et d'autres victimes à venir charger ces inciviques. Retenons que le procès des présumés kidnappeurs se poursuit et le verdict est attendu la nuit du 5 au 6 juillet. Un dossier à suivre. Procès de présumés kidnappeurs jugés en procédure de flagrance. Le procureur général près la Cour de cassation a fait une mise en garde contre le magistrat véreux Firmin Vondemambou qui suit de près l'affaire, est allé rencontrer le patron de la police de Kinshasa. C'était pour faire le point justement de ces dossiers. Yvette Makontima. Des faits d'une extrême gravité qui font appel à des sanctions exemplaires, le kidnapping prend le pas sur la délinquance urbaine. C'est ainsi que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, est allé à la source pour se saisir de ces dossiers auprès du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo. Au-delà des faits déjà recueillis en phase préjuridictionnelle, c'est au magistrat de la République à saluer le professionnalisme avec lequel la police nationale a fait montre dans la traque de ces présumés criminels. Je suis très content des résultats réalisés par la police nationale congolaise. Je suis très content de la manière dont les criminels sont traités. Ils sont passés tous aux aveux. Ils nous donnent même des informations supplémentaires. Étant donné que la plupart de ces criminels et kidnappeurs sont des repris de justice, le procureur général près la Cour de cassation a promis l'application de la loi dans toute sa quintessence, y compris à l'endroit des magistrats véreux. Qui est ou qui sont ces magistrats qui se permettent de libérer ou d'accorder liberté provisoire à ce genre de malfaiteurs? Et les réponses me sont données. Je peux vous assurer que même s'il n'est pas du parquet civil, mais ce magistrat-là bien identifié va subir la rigueur de la loi. Au terme de cette inspection, le procureur général près la Cour de cassation a instruit pour une procédure en flagrance. L'audience en procédure de flagrance a été ouverte au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Audience à laquelle a pris part ce haut magistrat de la République, Firmin Vondemambou. Toutefois, la cause a été renvoyée à l'audience de ce mercredi 5 juillet 2023 afin de permettre aux prévenus de se faire assister par des avocats pour assurer l'équité. On change de chapitre. Le processus électoral en République démocratique du Congo commence à vivre une forme d'accélération. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, joue bien sa partition. Bernard Quentin, directeur exécutif adjoint du service européen, l'a dit lors de l'audience lui accordée par Patrick Mouyaya. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et des questions liées à la justice transitionnelle étaient aussi au menu. Gaëtan Magalano. Des échanges fructueux autour de la situation politique qui prévaut actuellement en RDC entre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et le directeur exécutif adjoint du service européen pour l'action extérieure. Autre thématique abordée, la situation de médias et le processus électoral en cours. Parce que les élections, le jour des élections, c'est un moment dans un processus, il est fondamental. C'est un processus permanent d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui vient tous les 5 ans, il est fondamental et il demande beaucoup de subtilité, beaucoup de calme, mais fondamentalement beaucoup de dialogue. Avec les experts internationaux de l'ONU en RDC, les porte-parole du gouvernement les a rassurés du rôle qui va jouer le ministère de la Communication et des Médias dans la promotion de la justice transitionnelle. Et nous avons aussi assuré notre engagement justement à porter à la connaissance du Conseil les efforts qui sont faits et les recommandations qui pourront être faites dans ce domaine pour qu'il y ait un plus grand appui, un meilleur appui dans ce domaine-là. Si, pour le diplomate européen, l'Union européenne appuie le processus électoral, les experts internationaux de l'Union en RDC, quant à eux, parlent de l'engagement du ministre Patrick Mouyaya de mettre en place des stratégies de communication pour promouvoir la justice transitionnelle. Pour
pour le développement des infrastructures technologiques et des solutions innovantes en faveur de la RDC. C'est le credo de Vodacom Congo réitéré devant le ministre du Numérique. Le staff de Vodacom a présenté au ministre son contrat lié à la connectivité des populations congolaises. Chimène Dondo, Patience Mboyo. Pour le développement des infrastructures technologiques et des solutions innovantes en faveur de la République démocratique du Congo, c'est le credo de Vodacom Congo, réitéré devant le ministre du Numérique, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele. Le staff de cette entreprise de télécommunications apprécie le travail du gouvernement central dans l'assainissement du climat des affaires, ce qui est profitable pour Vodacom Congo qui s'étend de plus en plus à travers l'immense territoire national. Le staff Vodacom a présenté au ministre son contrat lié à la connectivité de population avant de mettre en lumière le programme annuel de la Fondation Vodacom qui intervient dans les secteurs vitaux de la santé et de l'éducation. Et avant, le ministre du Numérique a reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération sino-congolaise dans les secteurs du numérique. L'objectif de ma visite, c'est d'échanger avec votre ministre comment mettre en œuvre ce consensus dégagé par nos deux chefs d'État. Nous avons procédé à des échanges là-dessus, parvenus sur un consensus, c'est-à-dire nous allons travailler, nous avons exploré la possibilité de coopération entre les deux pays dans ce domaine par coopération d'État à État, mais aussi par l'établissement d'un partenariat public-privé. Signalons que les relations entre la Chine et la RDC vont bon train. La RDC et la République sud-africaine s'activent à poursuivre la coopération bilatérale dans le secteur de transport. Marc Kila Likombo, ministre de Transport, Désenclavement et Voies des Communications, et son collègue de l'Afrique du Sud ont eu une importante séance de travail hier dans le cadre de la tenue justement de travaux de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Suivez. À la suite des recommandations issues de travaux du 12e sommet de la Grande Commission mixte RDC-RSA du 3 au 6 juillet 2023 à Kinshasa, le ministre congolais de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Kilali Kombo, a échangé avec son collègue sud-africaine en présence de l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud, Fidel Moula Jabinene, et de dirigeants des entreprises du secteur de transport. Cindy Siwe-Shigunga et Maître Marc Kila ont insisté sur la nécessité de signer des accords bilatéraux pour le partage d'expériences en plus de la révisitation des accords existants qui devaient être relancés. Vous avez soulevé également en ce qui concerne les éléments relatifs à la reconduction des accords que nous avons signés récemment. Moi, je ne trouve aucun inconvénient pour pouvoir faire déjà ne fût-ce que voir un chronogramme et examiner point par point les différents accords. La partie sud-africaine s'est proposée d'aider la République démocratique du Congo à renforcer la sécurité des aéroports et proposer le modèle économique du guichet unique, plus rentable pour la RVA. La ministre sud-africaine a en outre plaidé pour le déblocage du port sec de Kasumbalesa pour faciliter l'intégration régionale et l'échange de marchandises dans la sous-région en améliorant le service sur place pour la fluidité du trafic. De son côté, Marc Kila s'est dit disposé à travailler avec les partenaires sud-africains dans le vaste chantier de la réhabilitation et certification des aéroports congolais, mission lui assignée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le patron de transport congolais a proposé et obtenu la mise en place d'une commission mixte du secteur de transport aérien en vue de préparer la signature des accords. Le gouvernement de la République, à travers le ministère du Genre et Famille, veut se doter d'un répertoire fiable des associations et réseaux de femmes partenaires dans le domaine de l'autonomisation économique de femmes pour des actions plus coordonnées. Mireille Massangou Bibi Mouloko, ministre du tutelle, a lancé hier la cartographie des organisations féminines de 26 provinces de la RDC. Mamita Bangoulou nous en dit un peu plus. La finalité de ces plans initiés par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec ONU Femmes et le chapitre RDC d'AOL, réseau de femmes africaines dirigeantes financées par la Suède, est entre autres de servir d'indicateur à la sélection des organisations qui vont participer au Forum national des OAS. Le gouvernement de la République
met un accent particulier sur l'objectif de développement durable 5, ODD 5, relative à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles en synergie avec l'organisation féminine, les réseaux des femmes leaders africaines, en partenariat avec l'ONU Femmes. La ministre du Genre, Famille et Enfants a rassuré de son accompagnement en invitant les organisations féminines à s'enregistrer massivement. Un document imprimable orienté autour des priorités d'ONU Femmes servant d'outil de plaidoyer et un document de renseignements sur les engagements pris par les OS avec les différents partenaires techniques, financiers, pouvant servir de coordination de l'aide au développement en RDC. 288 organisations féminines identifiées à Kinshasa et Goma par une structure. Ensemble, construisons, humanisons et organisons notre société éco en sigle. Un grand nombre éprouvent des difficultés logistiques dans le fonctionnement. Les recommandations formulées serviront des éléments ressources. L'ignorance presque imposée par la culture des coutumes rétrogrades et certaines croyances religieuses expliquerait les silences sociaux, politiques et même scientifiques sur la problématique de l'accès des adolescents et jeunes aux services. Cette rencontre s'inscrit aussi dans le cadre de renforcement de capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs. Reportage d'Ian Balaka. La sensibilisation des communautés locales et des chefs coutumiers ainsi religieux sur les textes et lois favorables à la promotion des droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin s'avère indispensable pour une société inclusive, égalitaire et équitable. Voilà qui justifie l'organisation par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise en partenariat avec l'ONU Femmes des séances de plaidoyer avec l'implication des parties prenantes sur les lois et textes favorables à l'entrepreneuriat féminin. Cette série d'activités s'inscrit dans le cadre du projet Padme-Peme et au nom du principe « Ne laisser personne pour compte ». Cette activité vise également à solliciter l'adhésion des autorités coutumières dans le processus de l'entrepreneuriat féminin. La femme, même au village, fait beaucoup du travail. C'est la femme qui cultive les champs, il récolte et à la fin c'est l'homme qui va les vendre. Le code de la famille actuelle a aboli ces systèmes de l'autorisation maritale. Et nous l'avons fait savoir aussi aux chefs coutumiers pour qu'à leur tour ils puissent sensibiliser aussi les membres de leur communauté. Cette rencontre s'inscrit aussi dans le cadre du renforcement de capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs pour le veille des femmes entrepreneurs à formaliser leur activité génératrice de revenus conformément à la législation congolaise afin de bénéficier des avantages y afférents. Les personnes vivant avec handicap et de troisième âge ont aussi de droits. Ces droits sont-ils respectés? Eh bien, cette question a conduit la sous-commissaire nationale en charge de droits de personnes handicap à faire une ronde de quelques sites. Question de se rendre compte de leurs problèmes. Serge Merlin-Mata. L'objectif de cette tournée de la Commission nationale de la CNDH, Véronique Ngongo Foura, était de se faire une idée claire et nette sur les différents problèmes qui minent les groupes vulnérables, la ville-province de Kinshasa. Également, entrer en contact avec tous ceux qui font partie de la thématique sous sa coordination en vue de comprendre leurs problèmes, découvrir leurs desiderata et parler de la CNDH ainsi que la sous-commission chargée de traiter leurs problèmes au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'est agi entre autres de leur faire savoir ce qu'ils ont comme droit. Voilà, nous, en tant que CNDH, si nous sommes allés sur le terrain, c'est pour comprendre leurs problèmes, pour pouvoir voir comment aider ces personnes à entrer dans leurs droits. La Commission nationale, la CNDH, s'est également rendue au Carrefour des Jeunes, où elle a eu des échanges avec les responsables des associations des personnes vivant avec handicap et les personnes vivant avec albinisme. D'autres moments forts de sa tournée étaient les rencontres qu'elle a eues avec la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap, la visite auprès des représentants des peuples autochtones ainsi que l'association Voix avec les cœurs des personnes malvoyantes. Cette première étape de sa tournée a eu comme point de chute des hommes de Veillard, des Kitombo et des Kabinda. À l'issue de sa descente, la commissaire nationale, la CNDH, a fait plusieurs constats.
Et les Congolais vivant en Pologne ont reçu les informations nécessaires sur les dispositions prises par le pays pour faciliter leur retour et participer au développement du secteur des investissements. Des informations leur livrées par le directeur général de l'ANAPI au cours d'une rencontre tenue à Varsovie avec la collaboration de l'ambassade de la RDC en Pologne. C'était en marge de la mission économique RDC-Pologne. Les détails avec Patrick Michel Moukoui. Mettant à profit la récente mission économique congolaise en Pologne, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a convié les Congolais vivant à Varsovie à un entretien autour de la pratique des affaires. L'occasion était celle de mettre à jour cette frange de la diaspora congolaise de Pologne des avancées enregistrées pour assainir l'environnement des affaires ainsi que des efforts entrepris au quotidien par les autorités du pays pour rendre la vie facile aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, a sensibilisé ses compatriotes sur l'importance de canaliser les flux financiers, principalement en direction de projets productifs et pas seulement de consommation. Dans les murs de l'ambassade de la RDC, les diplomates en poste à Varsovie ont bénéficié à leur tour d'une séance de travail sur la diplomatie économique, point d'orgue de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les développements des investissements. En présence de l'ambassadeur Clémentine Chakembo, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a transmis à ce diplomate les notions essentielles de la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires. L'idée derrière cette formation est de faire de ce diplomate des vrais agents de promotion de l'image de marque du pays. À ce jour, une dizaine d'ambassades de pays africains et européens ont déjà reçu les mêmes notions. Ouverture hier de la table ronde nationale sur la gouvernance forestière et les industries extractives de ressources naturelles. C'est en lien avec la politique de zéro déforestation en RDC. Serge Berlin Mata sur les images de Raphaël Nsadi. La République démocratique du Congo perd chaque année plusieurs hectares de son couvert forestier. Et pourtant, des milliers de populations locales et autochtones en dépendent à titre des moyens d'existence pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette table ronde nationale sur la gouvernance forestière et les industries extractives des ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'objectif affiché étant de faire un plaidoyer en vue de l'adoption et la mise en œuvre des lois, des politiques ainsi que des programmes visant à mettre fin à la déforestation et à ses effets sur les changements climatiques. Considérant que le pays, c'est un pays forestier, toute action de développement va implicitement occasionner la déforestation. On s'attend que les gens soient mobilisés et que l'on puisse définir clairement ces concepts-là. Au niveau du gouvernement, que l'on puisse coordonner tous les efforts en cours et à devenir pour que l'on puisse arriver à résoudre ces problèmes-là. En cette première journée, les échanges et discussions au cours des différents panels ont tourné autour des concepts tels que zéro déforestation, forêt et forêt de haute valeur et la problématique des concessions des forêts des communautés locales, cadre légal et partage des bénéfices. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir participer à ces travaux ici et de pouvoir présenter notre modeste expérience dans le domaine de la conservation et de pouvoir présenter notre modèle à tous nos compatriotes. Plusieurs recommandations seront formulées à l'issue des près de 3 jours des travaux continus. Enlèvement à Kinshasa, le gouverneur de province Jontini Ngobila vient de prendre plusieurs mesures pour éradiquer ce fléau. C'était à l'issue d'une importante réunion des conseils de sécurité dans son cabinet. On fait le point avec Jean-Richard Koualé. Préoccupé par la recrudescence de la criminalité urbaine basée sur des cas d'enlèvement à Kinshasa, le gouverneur Jontini Ngobila Mbaka a présidé une importante réunion du Conseil de sécurité ce mardi 4 juillet 2023 dans son cabinet à l'hôtel de ville. Ayant participé à cette réunion, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gracien Sakala, en fait le point. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées. En sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial, des patrouilles mixtes seront effectuées
dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait exigé des sanctions contre des magistrats et avait instruit les services de renseignement pour qu'ils les surveillent de près afin d'informer le gouvernement sur d'éventuels agissements peu recommandables de certains juges. Direction la province de Maïndombe où le barreau a totalisé 3 ans d'existence. Les élections organisées pour élire un nouveau président du barreau ont accordé la confiance à la victoire au président sortant qui n'est autre reconduit par son bilan positif en rapport de l'abondance des activités judiciaires à son actif. Commentaire Rodé Panda. Créé en 2019, le barreau de Maïndombe est à son 3e anniversaire. En dépit des contestations de la légalité de fonctionnement de ces barreaux, ce contentieux a été résolu par le barreau national de l'ordre des avocats. Dans cette nouvelle mandature qui commence, la confiance des avocats a été renouvelée en faveur du président du barreau, Juribal Mputu, qui est reconduit. Le barreau de Maïndombe a été créé le 3 décembre 2019 sous l'égide du premier président Christian Kalumba. Et nous avons totalisé 3 ans. Nous sommes dans la 4e année, dans le 2e mandat. Donc le barreau de Maïndombe à ce jour, ces informations sont dans le tableau de l'ordre du barreau de Maïndombe. Nous avons 202 avocats inscrits au tableau, 298 avocats inscrits sur la liste des stages. Ça fait 500 avocats à ce jour au barreau de Maïndombe. 14 prestations de serment ici à Inongo, 3 prestations en audience foraine à Nyoki 2 fois et à Mongata 1 fois sur la permission du premier président de la Cour de cassation. À cause de ces réalisations, les membres du Conseil de l'ordre et tous les avocats du barreau de Maïndombe m'ont redonné la confiance pour ce mandat qui va se terminer au mois d'octobre 2025. Pour le président du barreau, Mputu Mukazina Juribal, la moisson de la production des activités judiciaires était fructueuse. Dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi, commune de Manika, plusieurs chantiers sont en cours d'exécution. Le bourgmestre Thierry Sambouba a fait une ronde pour évaluer le travaux. Suivez. Plusieurs chantiers lancés dans la juridiction des Manika ont fait l'objet d'une série de descentes effectuées par Maître Thierry Sambumba. C'est notamment la visite effectuée sur les avenues Mitouaba, Kabambare, Taboura et tant d'autres sur place. Les travaux de construction des caniveaux avancent tels que voulus par l'équipe dirigeante des Manika qui s'est rendue sur l'avenue Moïse Tchombe, communément appelée 3Z, où s'effectue le sarclage pour rendre propre la zone par l'Office des voiries et drainage. Dès là, cap vers les chantiers de construction des toilettes publiques sur l'avenue Mpono, en face du bureau communal où l'entreprise commise s'active pour livrer l'ouvrage dans un délai contractuel. Nous sommes dans la joie de voir les avancées des travaux, car c'est une première pour moi dans ce coin du pays. Mais pour le moment, le vendredi 30 juin, connu comme férié, pour ne pas jeter en pâture le combat que menait Patrice Emery Lumumba. Maître Thierry Sambumba s'est activé pour le développement de sa juridiction. L'homme de terrain a assisté aux travaux d'emplacement des faits de signalisation pour réguler la circulation au croisement des avenues Okito Mpono de la cité Manika, exécuté par l'entreprise Muska Engineering, financée par la commune, qui non seulement crée d'embouteillages, mais aussi source de multiples cas d'accidents. C'est tard dans la nuit, lorsque les travaux ont pris fin, Maître Thierry Sambumba n'est jure que sur le développement de sa juridiction. De Jean Katunga de la presse du gouvernorat de la province du Lualaba que nous bouclons ce journal, un journal qui a connu le concours rédactionnel de Richard Koualé et de Merveille Mikomo, côté d'Astasa Massini, journal de Cédric Kenina. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise.